et saucisson Henri Raffin. Charcuterie familiale depuis 1937. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'info dans les Alpes. Au sommaire de votre journal ce soir, le combat des salariés d'Ecopla pour conserver leur outil de travail. L'entreprise de fabrication de barquettes d'aluminium est en dépôt de bilan. Ils espèrent, ces salariés, pouvoir la reprendre sous la forme d'une société coopérative et participative. Et puis nous parlerons de ce nouveau scandale sanitaire autour de la Dépakine. Ce médicament des laboratoires Sanofi est accusé d'être à l'origine de malformations graves chez plus de 400 enfants en France. C'est ce qu'a révélé hier un rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Un chiffre très inférieur à la réalité selon l'association d'aide aux parents animée par notre invitée Christine Passeron-Audibert. Enfin, nous ferons connaissance avec Hello Kitty, pas la poupée, mais une belle vache de race tarentaise. Elle s'apprête à partir pour le salon de l'agriculture. Dans votre édition nationale à 19h30, la forte baisse du chômage pour le premier mois de l'année 2016, moins 0,8% en janvier. Le ministère reconnaît que ces chiffres sont difficilement interprétables en raison d'une hausse inhabituelle des sorties de Pôle emploi. Mais tout d'abord, au lendemain de l'avalanche qui a coûté la vie d'une randonneuse à ski à Seillac dans les Hautes-Alpes hier, les questions sont nombreuses. La victime de 59 ans faisait partie d'un groupe de 23 personnes du club alpin français d'Albertville. Elle participait à un raid d'une semaine qui avait été validé par le CAF alors que le risque d'avalanche était marqué. Voyez le reportage d'Isabelle Guyadère et Christelle Nicolas. On vérifie la réception et on vérifie l'émission. Prenez le temps de le faire, ça. C'était à Arèche-Beaufort le 8 février dernier, ce qu'on appelle le grand parcours organisé par le club alpin français chaque année dans chaque département. Parmi les encadrants, Isabelle, bénévole, mais titulaire d'un diplôme fédéral, comme les 4 encadrants qui accompagnaient le groupe de Seillac. Il n'y a aucun élément qui me permette de dire que les personnes qui étaient là étaient des personnes qui n'avaient pas suivi les recyclages. Nous avons, une base qui est très très solide, c'est-à-dire qu'on a une base nationale, on sait exactement quand les gens ont passé leur diplôme, quand ils ont été recyclés. S'ils n'ont pas été recyclés, on leur rappelle qu'il faut qu'ils se recyclent. Donc ce travail-là est fait. Non, je pense que c'est, très honnêtement, je ne pense pas que ce soit une question de formation. Je pense que c'est toujours la difficulté sur le terrain d'apprécier s'il est raisonnable ou non de s'engager. L'enquête du PGHM de Briançon déterminera les responsabilités. Seule certitude pour l'instant, le CAF d'Albertville avait validé la sortie. Valider une sortie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde où a lieu la sortie, qui l'encadre, combien il y a de gens et le niveau des gens qui sortent. Et puis ça s'arrête là. Après, on n'est pas là sur le terrain le jour où se passe la sortie. Parce qu'à quelques heures près, les conditions peuvent changer. Donc c'est impossible de... Et je crois qu'il faut faire confiance aussi aux responsables de l'activité et des sorties. Ces dernières semaines, les différents CAF dans les Alpes avaient rappelé à la vigilance tous leurs adhérents. Hier, dans le Queyras, le risque d'avalanche était de 3 sur 5. En Haute-Savoie, c'est tout un collectif qui se mobilise pour empêcher l'expulsion d'un jeune lycéen de Rumilly d'origine albanaise. Jensik aussi avait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à son arrivée en France. Mais depuis sa majorité, il n'a officiellement plus le droit de résider sur le territoire. Il a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à passer son CAP. Maxence Regnault et Serge Voret. 4 mois, c'est ce qu'il manquera à Jensik aussi pour obtenir son CAP. Arrivé en France à l'âge de 16 ans, ce jeune Albanais était scolarisé au lycée professionnel de Rumilly. Mineur isolé, il avait été placé dans une famille d'accueil et en très peu de temps avait montré sa volonté de réussir dans l'Hexagone. On a pu le mettre un peu en stage à droite à gauche chez les employeurs et c'est un gamin qui bosse quoi, qui a appris le français en 3-4 mois, il parlait très très bien français. Donc vraiment un gamin qui a envie de s'intégrer en France et puis qui fait l'effort d'eux. Mais une chose a changé, Jensik aussi est désormais majeur. Son droit de séjourner en France s'est donc éteint et lors d'un contrôle d'identité le 7 février dernier, il a été interpellé alors qu'il attendait le bus. Il ne remplit pas les conditions pour prétendre à une régularisation et à rester sur le territoire national. Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir finir ses études? Ça veut dire qu'il va pas pouvoir, s'il doit continuer des études, il continuera sans doute dans son pays.
Car pour rester en France, les conditions sont claires et Gensik aussi les remplit toutes sauf une. Ne pas avoir de famille en Albanie. Problème, d'après lui et d'après ses soutiens, il n'a plus aucun contact dans son pays d'origine. Ça fait 1 an qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille. On lui dit mais tu vas aller où en arrivant? Il ne sait pas où il va arriver, où il va. Il ne sait pas où il va aller. Donc c'est un jeune qui sera certainement à la rue en Albanie. Voilà. Ses professeurs, ses proches ont tenté cet après-midi de convaincre le bureau du préfet. Si aucune solution n'est trouvée, Gensik aussi pourrait être expulsé dans les prochains jours. Une matinée d'attente teintée d'angoisse devant le palais de justice de Grenoble pour les salariés d'Ecopla à Saint-Vincent-de-Bercuse. La société qui produit des barquettes en aluminium pour le secteur alimentaire est en dépôt de bilan. Un placement en redressement judiciaire permettrait aux 77 salariés de reprendre l'entreprise en société coopérative. Marion Feutry et Yves-Marie Glo. Devant le tribunal, une cinquantaine de salariés d'Ecopla ont fait le déplacement ce matin, avec entre les mains le fruit de leur savoir-faire. Là, c'est un petit aperçu de ce qu'on est capable de faire pour tous les métiers, les restaurateurs, les collectivités, mais aussi des clients industriels très connus que vous pouvez voir comme Brossard, Marie, La Fournée Dorée, Pasquier. Une production unique en France, pourtant au point mort. Des comptes à sec, plus de matières premières et 77 salariés au chômage technique. L'actionnaire principal, un industriel sino-australien, a déposé le bilan. L'audience du jour devait permettre à la justice de statuer sur l'avenir de l'entreprise. Le but aujourd'hui, c'est de prendre une solution rapide, puisque l'ensemble des salariés, le besoin d'investissement important pour acheter de la matière première nécessite des moyens financiers importants. Donc c'était de prendre les choses avant qu'il soit vraiment trop tard, pour que le tribunal décide, dans un temps relativement proche, une solution. Pourtant, en 2014, les salariés d'Ecopla avaient déjà alerté la justice et obtenu des engagements concrets de la direction pour un retour à l'équilibre. Il y a beaucoup d'amertume parce que c'est un bel outil industriel avec un beau positionnement et que les tergiversations du président ont fait qu'aujourd'hui, effectivement, comme on a pu le dire, ils ont remis aux mains du tribunal de commerce une dépouille, quoi. Une société qui est sans vie. C'est un vrai gâchis industriel. Malgré l'amertume, les salariés restent optimistes. Leur projet, reprendre Ecopla à travers une SCOP, une société coopérative. Il va falloir de l'argent, on va essayer d'appeler les pouvoirs publics, les élus. On ne va pas lâcher notre outil de travail comme ça, quoi. Et on ne va pas lâcher les clients, ceux qui nous font confiance depuis des années. Un combat qui ne pourra commencer qu'une fois le redressement judiciaire prononcé. Le tribunal doit se décider le 1er mars. C'est donc un nouveau scandale sanitaire qui éclate depuis la publication hier du rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, sur la dépakine. Ce médicament, prescrit depuis les années 70 pour lutter contre l'épilepsie, aurait causé des troubles graves du développement chez plus de 400 enfants en France, une douzaine en Haute-Savoie, exposés in utero à la dépakine. Alors avant d'en parler avec notre invitée Christine Passeron-Audibert, déléguée régionale de l'association d'aide aux parents, rencontre avec une famille impactée par la maladie, la famille Chara à la Buisse, en Isère. Alors voilà mon quotidien, donc déjà la dépakine, je suis obligée d'en prendre 3 dépakines chrono. Épileptique depuis l'enfance, Catherine a toujours pris du dépakine, l'un des médicaments les plus efficaces contre cette maladie. Le problème, c'est qu'il s'attaque au fœtus et ça, elle ne le savait pas lorsqu'elle était enceinte de Brice. Mon mari et moi, nous avons bien demandé, mais attention, je prends des médicaments, donc est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication? Sauf qu'on ne nous a rien dit. Ça m'a mis en colère, donc au départ j'ai beaucoup culpabilisé. Mais quand j'ai su que ça pouvait être le valproate, je me suis dit, en fait, j'aurais déjà, si j'avais su tout de suite, je n'aurais pas eu d'enfant. Ou alors, j'aurais eu un enfant avec une énorme surveillance. Brice, 27 ans, est né avec des malformations, un retard psychomoteur et de sérieux problèmes cardiaques. Ça fait mal beaucoup, ça saigne beaucoup, énormément. Après. Obligé de rester chez lui, il ne peut pas travailler et suit un traitement très lourd. Donc là, c'est ma chambre. J'ai toutes les... Ça, c'est mon appareil que je dors la nuit. Pour les professionnels, le principe de précaution n'a sans doute pas toujours été bien appliqué par manque d'informations.
450 cas en 10 ans, mais c'est considérable. C'est considérable. C'est ça qui me stupéfait, parce que je sais bien qu'il y a une relation. Les médecins, normalement, qui suivent les patientes adultes, sont censés changer le traitement avant la grossesse pour que les patientes n'aient plus le traitement pendant la grossesse. Les médecins appellent cependant à ne pas diaboliser le Dépakine ou valproate. Les risques ne concernent bien que la femme enceinte. Bonsoir, Christine Passeron-Audibert. Vous êtes déléguée régionale de l'APESAC, l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome d'anticonvulsivant. On l'entendait dans le reportage, normalement, ce médicament ne doit plus être prescrit aux femmes enceintes. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui? Alors effectivement, depuis 2015, il y a un protocole très strict qui a été imposé par la NSM, l'Agence nationale des produits de santé et des médicaments, et qui indique qu'il faut, en cas de prescription de Dépakine ou de Dépakote, avertir très sérieusement les femmes en âge de procréer des conséquences sur le fœtus, et il faut les inciter à faire un projet de grossesse et en parler avec leur neurologue bien avant de procréer. D'accord. Et donc l'IGAS aujourd'hui reconnaît que 400 enfants seraient touchés par la maladie due à la Dépakine. Pour vous, association de parents, c'est beaucoup plus? Oui, on pense que c'est beaucoup plus parce que c'est un produit qui est commercialisé depuis beaucoup plus longtemps. Et l'étude qui a été menée par l'IGAS repose sur une période qui va de 2006 à 2014 et qui ne reprend probablement, je n'ai pas encore lu l'étude, je l'ai eue hier, qui repose très certainement sur les malformations majeures constatées chez les fœtus et chez les enfants, et qui ne répertorie peut-être pas les conséquences au niveau cognitif et au niveau neurocomportemental. Et notamment l'autisme, je lisais que 40%, que le risque d'être touché par les troubles autistiques était de 40% pour les enfants. C'est extrêmement élevé. Comment est-ce que vous expliquez que ce médicament soit toujours commercialisé? Eh bien, on aimerait bien avoir des explications, justement. C'est pour cette raison que le ministère de la Santé a mandaté cette enquête de l'IGAS et qu'un certain nombre de familles ont demandé des explications. Voilà. Un médicament qui est toujours distribué dans 120 pays, donc on s'achemine sans doute vers un scandale mondial. C'est exact, mais il faut aussi dire que dans un certain nombre de pays, le médicament en question n'est plus prescrit aux femmes enceintes depuis de nombreuses années, et on s'interroge sur la raison qui a fait qu'en France, on a attendu la pression faite par la Commission européenne sur les autorités sanitaires françaises pour que des décisions vraiment très fermes soient prises. Merci beaucoup, Christine Passeron-Audibert, pour être venue sur notre plateau ce soir. Je vous remercie. Merci, bonne soirée. Au revoir. Deuxième volet ce soir de notre série en immersion dans les tests d'entrée au groupement Commando Montagne des chasseurs alpins. Pour les 7 candidats toujours en lice, les choses se corsent sérieusement avec une redoutable nuit d'épreuves. Le reportage de Jordan Guéant, Maxime Kemener et François Hubault. 22h à Champs-Rousses, top départ pour une mission type collecte de renseignements Seul Z, des jumelles à vision nocturne. Au programme 12 km entrecoupés d'ateliers et tests encore secrets. Le prochain jalon qu'il y aura sur leur itinéraire, il est à 6 km. Donc chargé comme mission pour compter une petite heure et demie. Il faut qu'ils soient autonomes, qu'ils prennent des décisions qui sont importantes. C'est-à-dire s'ils se trompent d'axe ou quoi, avec leur binôme ou leur trinôme, ils se retrouvent dans des situations un peu plus compliquées. S'ils descendent trop ou s'ils montent trop, ils vont s'épuiser, ils vont perdre du temps, ils seront hors délai. Allez, je vais mourir. Dépêche-toi, pas de problème. Je crois que j'en ai pris de partout là. Je leur présente une situation de blessé au combat. Donc il y a une personne blessée avec une plaie au niveau du thorax et une hémorragie au niveau du bras. Le candidat doit pouvoir gérer ces 2 blessures. Compte rendu que tu feras ton chef de groupe. Hémorragie au bras gauche, j'ai posé un garrot à pansement israélien à minuit 10.
Le blessé est inconscient, il respire, je l'ai mis en PLS, il est en attente de secours. Ok, c'est bon. En réalité, ça sera bien pire que ça. On essaye de donner un contexte un petit peu réel, mais c'est rien à voir avec la réalité. Des ateliers, des détours et des erreurs de parcours. Alors au petit matin, pas le temps de dormir, déjà 24 heures sans sommeil. L'un des candidats blessés a abandonné, évacué vers l'hôpital. Quant aux autres à peine arrivés, déjà repartis, avec un test cognitif en guise de petit déjeuner et 10 km à ski, histoire de bien digérer. 2, 7, 3, 1, 5, 9, 1, 7, 4, 2, 8. En gros, on dicte un chiffre par seconde et on évalue leur capacité à retenir une série de chiffres, plus ou moins longues. On sait ce qu'on veut, on a un objectif, donc on n'a pas le choix, on n'a pas le droit d'abandonner. Voilà. Quand on commence quelque chose, on le termine. On sait pourquoi on fait le stage, donc le j'en ai marre, c'est pas possible. On sait pourquoi on est là, donc le cerveau verrouille parce qu'on a l'habitude déjà, en tant que simple chasseur alpin, on a l'habitude de verrouiller. Et on avance, quoi. On va voir comment ils se sont préparés et jusqu'où ils sont capables d'aller physiquement. Alors une fois qu'ils sont dans le dur, ce qu'on veut savoir, c'est si ils vont garder leur sang-froid, ils vont rester calmes, ils vont commander, ils vont être capables de remplir la mission même si bon, ça fait mal et c'est dur. C'est quand même ultra dynamique, ils sont reconnus. Pour moi, c'est logique de vouloir aller chez eux. De l'action, de l'infiltration, du renseignement. La camaraderie, bien sûr, qui est très importante. Des motivations mises à rude épreuve. Demain, les candidats redescendront dans la vallée. Une dernière ligne droite décisive. Et on verra cela demain dès midi. Hello Kitty, vous connaissez, c'est le nom d'une célèbre petite poupée. Eh bien, c'est aussi le nom d'une belle vache de race tarentaise élevée par la famille Dussolier à la Motte en Bauge. Hello Kitty s'apprête à prendre la route pour Paris, le Salon international de l'agriculture. Mais avant cela, elle se fait bichonner par cette famille d'éleveurs passionnés. Le reportage de Nathalie Rapuc et Vincent Abron. Hello Kitty, 3 ans, participe à son premier concours national de la race tarentaise. C'est un peu grâce à sa mère, Émilie, qui avait remporté le prix en 2012, qu'elle a été qualifiée. Elle était déjà bonne, bien conformée, elle avait une belle taille, quoi, bonne mamelle, et sa fille prend le même chemin, quoi. Après, on verra au retour ce qui s'est passé, mais normalement, il ne doit pas avoir de soucis. Hello Kitty se fait faire une beauté quotidiennement, mais ici, les 55 vaches laitières passent toutes entre les mains expertes d'Yves. Des fois, on les tond un peu l'hiver, on leur fait les cuisses pour pas qu'elles se salissent trop, mais bon, c'est pas fignolé comme là. Là encore, la mamelle est tendue à la grosse tondeuse. Après, au salon, on refera avec une tondeuse à cheveux pour sortir les veines, pour peaufiner. Le moindre détail compte. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Voilà. Jusqu'aux paillettes sur le dos. Bon, c'est futile, mais bon. Il faut que ça brille. Du moment qu'elle ait de la taille, déjà, c'est une bonne chose. Après, il y a la ligne de dos qui compte. Il faut qu'elle ait une bonne ligne de dos. Après, ça dépend tout comment elle se tient. Si on la bouge un peu, quand elle marche, ça change. Après, il y a la façon de la faire marcher. Il faut la faire marcher doucement, le plus doucement possible, pour vraiment que le juge ait le temps d'apprécier tous les critères morphologiques. Et puis après, il y a la mamelle, surtout la mamelle, le crayon de derrière au crayon de devant, que ça soit droit, les attaches devant et derrière, l'orientation de crayon qui joue, puis la longueur du crayon. Après, quand tout y est, c'est dans la boîte. Des prix, la famille Dussolier en remporte depuis 1954. Un vrai savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Mon grand-père, après mon père, et puis on a toujours été à fond dans les concours. C'est une passion. Il y en a qui aiment faire du vélo, nous on aime aller au concours. La passion, c'est déjà de travailler la génétique déjà, pour avancer, pour faire des bonnes bêtes. Après, il y a comment les soigner pour justement faire des bonnes bêtes. Après, c'est ce qu'on recherche. Et puis après, si la mamelle est par-dessus, tout va bien. C'est le travail, quoi. Le travail qui a été fait, qui est récompensé, quoi. Après, ça donne envie de continuer. Il n'y a pas de raison. Même qu'on n'a pas de prix, on continue quand même. Autrement, on aurait déjà arrêté depuis longtemps. Départ pour la candidate vendredi 7h, direction la capitale avant le grand jour, mercredi prochain.
Côté sport, ça sent le roussi pour les brûleurs de loups. Nouvelle défaite hier soir face à Rouen. Les Grenoblois se sont inclinés pour leur 3e match des quarts de finale des playoffs par 3-1. Le reportage de nos confrères de Rouen, Félix Bollet et Patrice Cornili. Carton plein pour le RHE en quart de finale des playoffs. Face à Grenoble, les Dragons de Rouen ont signé hier soir leur 3e victoire consécutive. Pourtant, ce sont les brûleurs de loups qui entament le mieux ce match. Vexés par leurs 2 précédents revers à domicile, Grenoble et son attaquant Éric Chouinard sanctionnent le RHE d'un superbe lancer en lucarne après seulement 3 minutes de jeu. Poussé par son public, Rouen va alors multiplier les assauts offensifs. Mais hier soir, Grenoble a pu compter sur le génie de son nouveau gardien, Lucas Sorak. Le Tchèque gardera ses cages inviolées jusqu'à la dernière minute de la première période et ce but d'Olivier Labelle qui remet les 2 équipes à égalité. Malgré tout, Grenoble reprend le contrôle du jeu et met à l'épreuve le gardien rouennais. Sabourin répond à son tour présent. Les brûleurs de loups perdent patience et accumulent les pénalités. On ne peut pas espérer gagner un match de hockey avec le nombre de punitions qu'on prend. C'est aussi simple que ça. Hein? On a passé la 2e et la 3e période en boîte de pénalité, alors ça nous coûte le match. Car Rouen a su finalement profiter du power play. À la 51e minute de jeu, Loïc Lampérier dévie la passe d'Olivier Labelle dans le but et donne l'avantage aux Dragons. En fin de rencontre, Sacha Trail douche les derniers espoirs de Grenoble d'un boulet de canon dans le petit filet opposé. La victoire est importante. Le 3e match est toujours difficile à aller chercher comme ça. Maintenant, il reste le dernier clou à renfoncer. Ça sera le plus dur, mais on est quand même bien parti. En cas de succès ce soir, Rouen signerait une 4e victoire de rang, synonyme de qualification directe pour les demi-finales des playoffs. Et puis pour être complet en hockey, la 2e journée de la poule de maintien n'a pas non plus été favorable au club alpin. Morzine-Avoriaz s'est incliné face à Briançon 5-2 et Chamonix est allé perdre à Dijon 4-1. Un peu de douceur pour finir. Lorsque les vacances sont pluvieuses comme en ce moment, c'est l'occasion rêvée d'emmener les tout-petits au spectacle. Jusqu'au 5 mars, Loli Lagoutte s'est installé au nouveau théâtre de Sainte-Marie-d'en-Bas dans le vieux Grenoble. Un voyage lumineux et sonore dans lequel nous entraînent Jean-Christophe Pain et Yves Maréglot. Le nuage se déplace. Le voici maintenant au-dessus des montagnes. Comme l'air est froid. C'est l'histoire d'une goutte qui s'appelle Loli. Et maintenant, tout le monde descend, hurle le vent, et sans savoir ni pourquoi ni comment, en un instant, goutte et gouttelette se retrouvent tout à l'envers. Mais ce n'est pas un cours de physique, plutôt un voyage poétique. Les gouttes frissonnent. Elles tremblent tant qu'elles se transforment en flocons. Il se pourrait qu'il neige. Geneviève, la chanteuse, Marion, la costumière, ont uni leurs talents pour raconter aux enfants. Prendre conscience du fait que c'est Marion, avec ses petites mains, qui a fabriqué tout ça, souvent, ça les fascine aussi, quoi. Oui, ça les interpelle parce qu'ils sont maintenant tellement habitués aux formes virtuelles des choses, aux effets spéciaux, etc. Nous, on tient à notre artisanat d'art et tout est vraiment fait à la main et ça demande beaucoup de temps. Nous, on aime bien être des femmes un peu berzingues, même en prenant de l'âge. On reste dans la dimension poétique et ça ne nous gêne pas du tout qu'ils nous voient comme ça. Je pense qu'ils sont étonnés, on fait des choses que vous n'avez pas vues forcément tout de suite, mais des fois, ils sont étonnés de se dire « mais qu'est-ce qu'elles font là ?» Elles vont le faire. Le 27 février, Geneviève et Marion invitent sur scène un ensemble vocal qui chante l'eau. Et le 5 mars, elles organisent le grand bal des familles du quartier, costumées comme il se faut. Voilà une belle création